Jamais dans ma tête, je m'étais dit, mais vas-y, va au cinéma et tout, va profiter. J'ai grandi vraiment dans deux villes. En fait, mes parents se sont séparés quand j'étais vraiment petit. Et ma mère vivait à Caen, donc j'ai grandi vraiment, j'habitais avec ma mère toute la semaine. Et un week-end sur deux, j'allais chez mon père qui habitait à Cherbourg. Donc j'ai grandi entre Caen et Cherbourg. Je vivais à Caen, donc avec ma mère et avec du coup mes frères et sœurs. Donc j'ai une grande sœur et deux petits frères. Un petit frère et une petite sœur, pardon. C'était vraiment l'école, le côté un peu chiant. Il y avait un peu les inconvénients, alors que quand j'allais à Cherbourg, c'était que le loisir, tu vois. C'était, j'allais chez mon père et on se couchait tard. C'était beaucoup plus. Tu vois, je faisais pas mes devoirs. Enfin, je faisais genre mon père me disait oui, t'as fait tes devoirs. Je disais oh non, mais j'ai pas grand chose. Et tu sais, il me posait pas la question vraiment. Du coup, je rentrais, ensuite je me faisais engueuler, je les faisais le soir, tu vois, en arrivant chez ma mère. Mais, et du coup, j'étais avec ma grande sœur parce que ma petite sœur et mon petit frère sont de mon beau-père. Et c'était assez intéressant aussi socialement, je pense que j'ai énormément appris parce que ma mère, du coup, donc mon beau-père est chirurgien, donc c'était quand même très. On était une famille vraiment aisée, tu vois. Et mon père, lui, était beaucoup, beaucoup plus modeste. Et du coup, je grandissais un peu avec ces deux trucs, la ville, aisée et tout, avec les copains, machin, à Caen, et la campagne, un peu la liberté full, chez mon père, tu vois, mais rarement. Enfin, en tout cas, moins souvent que tous les jours. Et du coup, c'était hyper enrichissant. Et après, par rapport au cinéma, en soi, je l'ai pas eu tout de suite. Enfin, je l'avais comme tout le monde, je pense, tu vois. Je regardais Le Roi Lion quand j'étais vraiment petit. Euh, je pense que les grosses claques que je me suis pris, c'était les Ghibli, tu vois. C'est Princesse Mononoke, je pense, le truc ultime. Enfin, qui m'a marqué à balle. Et après, tu vois, je sais pas, en grandissant un peu, tu voles les DVD du Seigneur des Anneaux, tu les mates un peu tout seul, nanana. Enfin, tu vois, j'avais pas un rapport. J'étais clairement pas cinéphile. Ma mère regardait des films, du coup, elle regardait des films d'auteur, mais moi, ça me touchait pas du tout. J'ai mis du temps avant un peu de comprendre et de m'intéresser à ça. Et donc, en fait, moi, j'étais beaucoup plus intéressé en fait par le fait d'être dehors tout le temps, tu vois. Donc, je skatais tout le temps, je jouais au tennis, je surfais, tu vois, chez mon père, du coup, il y avait la mer, donc dès que je pouvais, j'allais surfer, je skatais. Avec le skate, du coup, je me suis fait des potes à Cherbourg, parce que vu que j'avais pas d'école, c'est assez compliqué. En fait, c'est par le surf et le skate que j'ai vraiment rencontré des potes qui, encore aujourd'hui, font partie de mes meilleurs amis, tu vois. Et donc, j'avais les deux. Et deux univers aussi différents même dans les potes, donc c'est ça qui était hyper drôle. J'étais pas du tout dans le style, quand j'avais du temps, aller en salle de cinéma, tu vois. Alors moi, il faisait beau, je prenais ma planche, je partais, tu vois. Jamais dans ma tête, je m'étais dit, mais vas-y, va au cinéma et tout, va profiter. Déjà, je comprenais, tu vois, je me suis dit, mais en fait, moi, je paye pas, je fais des trucs de ouf dehors avec les copains. Pourquoi mettre des sous pour aller dans un endroit tout noir? Enfin, tu sais, je comprenais pas, quoi. Et c'est venu un peu plus tard. En fait, je pense par le skate. Du coup, j'ai commencé à skate. Enfin, donc je skatais vraiment tout le temps. Et je sais pas trop comment. Enfin, il y a un moment, je me suis mis à filmer parce qu'un pote avait un caméscope qui était un peu. Et un jour, on l'a trouvé et je l'ai pris et j'ai commencé à filmer mes potes. Et je skatais pas mal, tu vois, mais il y en avait qui, du coup, skataient quand même vraiment mieux que moi. Et en fait, il y a un moment, je prenais plus de plaisir à les filmer eux que moi-même skater. Enfin, je skatais un peu, tu vois, mais en fait, à un moment donné, le fait que je sois là avec ma caméra, de les filmer, tu sais, ça les encourageait en mode, mais vas-y, fais ton truc et tout. Moi, mon père, il était carrément avec moi parce que dans son histoire à lui, c'est hyper intéressant aussi, c'est que mon père à Cherbourg, avec ses potes, il a implanté le BMX à Cherbourg. Ça n'existait pas. Et du coup, à l'époque, maintenant il n'y en a plus, mais il y avait les ferries qui allaient à Portsmouth tous les jours. Du coup, mon père, tu vois, genre, il a ramené les Vans à Cherbourg, tu vois. Il allait à Portsmouth parce qu'il voyait dans les magazines américains, il y avait des Vans. Il n'y en avait pas en France. Et à Portsmouth, il y avait un peu plus ce délire-là, tu vois. Du coup, ils y allaient, ils ramenaient des Vans à Cherbourg. Et du coup, ils ont fait la première piste de bicross et tout là-bas. Enfin, et donc un peu sport extrême on va dire, et très californien, machin, un peu comme le skate. Du coup il avait plein de potes skateurs. Et en fait j'ai fait du skate parce que ma mère voulait pas que je fasse du BMX. Et donc en fait c'était le sport qui me permettait de quand même faire un truc un peu extrême et dans l'esprit, mais à Caen. Que ma mère elle voulait, j'avais même pas de vélo tu vois à Caen. Et par contre le skate elle voulait bien que je me barre avec, alors qu'en fait c'était le même délire tu vois. J'étais beaucoup plus à Caen, donc tu vois en semaine, genre je finissais les cours, si je finissais un peu tôt, je faisais les leçons en 2 secondes. Et je partais skater jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Et à un moment, quand j'étais un peu plus grand, tu vois, je sais pas. Il y a un moment, tu vois, je pouvais rentrer à 22h. Et du coup, en fait, c'était éclairé jusqu'à 22h le skatepark. Donc en fait, j'ai resté, mais même hiver, été, enfin tout le temps, quoi. On était tout le temps au skatepark. Le jour, je skatais. Et la nuit, je regardais des vidéos de skate, tu vois. C'est vraiment ça qui m'a mis dedans. Mais c'était que des images en mouvement. C'était que tu vois, beaucoup de fisheye et tout. Donc j'ai appris à filmer sur un skate et tout. Enfin, c'est une approche un peu différente, je pense, tu vois, que
que venir du cinéma vraiment. Mais il y a pas mal de monde, tu vois, Spike Jonze, il a commencé pareil. Je sais plus qui d'autre, enfin il y a pas mal de... Jonah Hill aussi, qui a fait 90s. Je crois qu'il a commencé pareil, et il en parle d'ailleurs dans 90s de ça. C'est pas de la direction d'acteur, tu vois, mais c'est là où tu captes que si t'as une caméra et qu'en fait tu peux pousser les gars et réussir à capter des émotions. Parce qu'en fait, réussir une grosse figure sur un gros spot, ton pote il a peur et tout, tu captes ça. Et toi t'es là et tu vas dire mais non et tout, t'inquiète. T'arrives quand même à motiver ton pote. Et à la fin, s'il y arrive, c'est l'apothéose et c'est comme réussir une scène. Enfin, tu vois, je pense que c'est très comparable. Même si c'est pas le même exercice et tu racontes clairement pas les mêmes choses, mais dans l'esprit, c'est un peu. Je trouve que ça se compare, tu vois. On va dire qu'il y a trois étapes importantes dans pourquoi j'ai fini par aller là-dedans. Je pense que la première, j'en ai pas parlé avant, c'est que la première fois que j'ai découvert une caméra, vraiment, c'était avec un iPod Touch avec une caméra. J'avais un pote qui avait Thomas, je t'embrasse. Il avait un petit iPod avec une caméra et c'était avec Mehdi et Anastase. Et on faisait des combats, des machins. Et en fait, on a filmé toute une séquence de combats, de course-poursuite autour de sa maison. Et c'est moi qui avais l'iPod, tu vois. Et j'ai kiffé ça. Et on avait fait des raccords en mouvement, des trucs et tout, mais sans capter. Et il avait iMovie, son père, il avait un iMac, folie, tu vois. Enfin, pour moi. Et il y avait iMovie dessus, donc encore plus la folie. Et on avait monté le truc l'après, mais on hurlait partout. Enfin, c'était la folie. Et je pense que c'est la première fois que j'ai fait du montage de toute ma vie entière. Et donc après, comme je t'ai dit, donc il y a eu tout le délire du skate, de filmer le skate, etc. Et le moment où l'intérêt pour la vidéo s'est transformé en intérêt pour le cinéma, il y a eu deux trucs. En fait, en première, mon beau-père, il a dû déménager à Saint-Étienne et c'était en cours d'année. Et moi, comme il y a le bac et tout cette année-là, je devais rester sur Caen. Et donc en fait, toute ma famille a déménagé et moi je suis resté vivre chez une amie de ma mère à Caen pour les 6 derniers mois. Et en fait, à ce moment-là, je filmais une vidéo de skate depuis 2 ans et demi avec les gars. Vraiment que street, pas de skatepark et tout. Enfin, un vrai truc, genre vrai gros projet de skate. Et c'était mon projet. En fait, pendant le déménagement, donc la maison était vide. Moi, j'avais gardé que l'ordinateur de mon beau-père. Enfin, j'avais l'ordinateur de mon beau-père justement pour monter les vidéos de skate. C'était le déménagement, il pleuvait, donc je pouvais pas aller skater, rien. Je crois que les gars étaient pas dispo. Enfin bref, je sais plus. Et donc là, je suis parti à la Fnac et j'ai choisi un DVD. Mais je faisais jamais ça, tu vois. Et j'ai pris Les Bêtes du Sud Sauvage. Et donc j'ai pris ce film et en fait je l'ai maté assis le cul par terre dans mon salon vide, tu vois, en attendant que le camion parte et que en fait moi je suis en train de me dire mais merde, j'ai passé la fin de l'année ici solo et ça veut dire que l'année prochaine terminale, je serai pas là quoi. Enfin, tu sais, je quitte Caen. Et donc tous les gars, et donc le skate, enfin genre j'abandonne un truc hyper cher, tu vois. Et vraiment pendant le film, et je pleure, mais je pleure pas par rapport à la tristesse de quitter Caen, je pleure vraiment par le film, tu vois. Enfin il y avait un truc, mais Et avant j'avais vachement de retenue, j'étais hyper pudique par rapport à ça, je pleurais pas, ou je me disais ah putain t'as pleuré pendant le film et tout. Et là vraiment je te jure, c'était assez fou. Et donc là, j'ai compris, enfin, j'ai eu beaucoup plus d'intérêt pour les films de cinéma à ce moment-là. Et donc la vidéo dont je te parlais aussi. Et en fait, j'ai terminé le montage de cette vidéo-là quand je suis arrivé à Saint-Étienne. Donc en fait, j'ai monté la vidéo de mes plus belles années, je pense, tu vois, d'adolescence, enfin de fin d'adolescence, sans être dans la ville où tout s'est passé, tu vois. Enfin, je pense que c'est la première fois où j'ai transmis quelque chose dans une vidéo. Et quand on a fait une projection du coup avec les potes à Caen là-bas, tu vois, je tremblais quand j'ai mis le truc et tout. Et j'étais à la limite de pleurer aussi parce que c'était trop important pour moi. Et je crois que ça a touché les gars aussi, tu vois. Bah, je crois que ça a marché, mais je sais, mais c'est pas c'est pas de la dramaturgie, tu vois. C'était plus vraiment des souvenirs, des trucs de comment on a construit le truc. Et je pense que j'ai quand même transmis, même dans le choix des musiques et tout, un truc un peu genre, bah voilà, ça c'est mon projet, c'était important pour moi. En fait, le premier plan de cette vidéo-là, c'est un plan de moi, je me suis filmé tout seul dans le train quand je rentrais à Caen, tu vois. Et en fait, c'était ça, je voulais juste rentrer et cette vidéo-là, c'était plus beau quand j'étais à Caen. Je pense que ça paraissait évident pour tout le monde que de toute manière, c'était ça qui m'animait, quoi. Enfin, tu peux pas avoir autant de motivation pour sortir tous les jours, faire des trucs, prendre ta caméra tout le temps, si c'est pas le truc qui te tient profondément à cœur. Et donc, je pense que ça s'est ressenti et donc tout le monde l'a senti et donc tout le monde m'a toujours encouragé là-dedans. Ouais, même mes amis. Même ceux qui skataient pas, ils regardaient quand même mes vidéos de skate parce que c'était, tu vois, c'était le pote. Après, j'étais aussi le pote qui faisait de la vidéo, tu vois, donc il y en avait pas 1000. Ensuite, pour me professionnaliser, on va dire, passer vraiment du coup de la vidéo au cinéma, ça a pris du temps et surtout, il y a eu pas mal d'étapes pour lesquelles je pensais être sûr de moi dès le départ.
et qui en fait avec le temps ont un peu évolué. Par exemple, du coup, moi ce que je voulais, c'était avoir une caméra dans les mains, tu vois. Donc en fait, je voulais être chef-op. Du coup, j'ai fait l'école de cinéma pour ça, mais vraiment en me disant c'est sûr, je veux être chef-op. J'aimais bien le montage aussi, mais je préférais quand même avoir la caméra. J'étais plus dans un délire de, mais je crois que je capte bien les mouvements, j'arrive à avoir du rythme au montage et tout. C'est sûr, c'est là-dedans que je serais bon, tu vois. Et ensuite, je me suis dit, ah, mais en fait, finalement, moi, ce que je filmais, c'était toujours un peu le réel, j'adorais ça, donc je vais peut-être partir dans le documentaire. J'ai eu la chance ensuite, à la sortie d'école, de travailler, j'étais premier assistant sur un documentaire. Et en même temps, du coup, j'étais régisseur sur des séries et tout, ou assistant mise en scène. C'était pas de la frustration, parce que je savais que d'abord, il fallait que j'apprenne. Quand j'étais régisseur, j'étais pas frustré de pas être réel. Je savais qu'il fallait que j'apprenne quand même le métier et que, mine de rien, en vrai, quand t'es à la régie, déjà tu vois un peu tout, c'est cool. Et je pense qu'aussi ça t'apprend à être humble. Vraie question ça, hein, de savoir quand on se considère comme réalisateur. C'est assez particulier. Moi je pense que ça a été après le court-métrage là, tu vois. J'ai connu toutes les étapes nécessaires à faire un film produit dans les règles, on va dire, tu vois. En tout cas, j'ai déjà eu l'expérience et donc je crois que je peux me considérer comme réalisateur aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, je vis pas encore vraiment de ce métier, du coup, mais je me dis que je dois persister quand même. Bah déjà parce que c'est quelque chose que du coup je considère comme mon métier, donc bah c'est autant y aller à fond. Quand je réalise, je me compare plus. J'ai envie de raconter cette chose de telle façon. Qu'est-ce qui m'inspire plus? Mais ça c'est trop fort aussi comme question. J'adore. En fait, je pense qu'il y a plein de trucs qui m'inspirent plus, mais je m'en rends pas compte. Je parlais tout à l'heure de tout ce qui était très technique. Bah ça m'inspire plus trop. Donc je m'en inspire, je pense évidemment moins. Et je porte beaucoup plus d'attention sur ce qui touche, quoi. Je sais pas si on se réinvente vraiment. Parce que je pense qu'on évolue plus. Parce que tu vois, se réinventer, je trouve qu'il y a un côté un peu reprendre vraiment du tout début. Et là, c'est pas vrai, tu vois. Parce que finalement, le début, je le garde avec moi cher dans mon cœur. Et c'est peut-être grâce à ça qu'il y a des choses que je fais peut-être différemment, je sais pas, tu vois. Enfin, je pense que c'est plein d'expériences qui, tu vois, qui te, qui te poussent dans des trucs. Et en fait, t'es un peu. C'est pas que tu te réinventes en disant, ok, waouh, là, il faut que je me réinvente. Je pense qu'il t'arrive un truc. Et en fait, ça va te changer complètement ta perception peut-être du projet précédent. Tu te dis, mais non, en fait, peut-être que j'étais à côté de la plaque, ou peut-être que j'ai touché à quelque chose, et c'était vraiment ça dont je voulais parler, tu vois. Bah, quand je suis en tournage, je me sens bien, hein. Donc la prépa, j'ai beaucoup de doutes, vraiment. Mais c'est pour ça que, tu vois, par exemple, je fais pas de direct. Tu vois, j'aime pas du tout la réalisation en direct, parce que je suis paniqué de la mort. Et moi, j'ai besoin de prépa et vraiment d'envisager, je pense, un peu toutes les possibilités, tous les trucs, et me dire, ok, non, Jules, t'as pris le temps, t'as réfléchi à ce que tu voulais dire, et c'est cette manière-là mieux. Ouais, tu vois, ok. Et du coup, ensuite, j'arrive sur le tournage, et c'est incroyable. Et après, t'as toute l'équipe aussi. T'es une force, mais hallucinante. Enfin, c'est quand même un plaisir de malade. Tu te retrouves avec les mecs les plus talentueux qui sont avec toi, qui sont là pour un projet commun, tu vois. Et tu dis, putain, tous ces mecs que j'admire, en fait, ils m'aident à raconter ce que j'ai envie de raconter. Mais c'est sûr, ça va être génial, tu vois. Donc après, bah, ça roule, je crois. Le plus gros challenge pour moi tous les jours, c'est de pas douter, je pense. Je pense que tout le contenu des réseaux, c'est le yin et le yang. Tu sais, c'est un peu le bien et le mal. C'est un peu, c'est très bizarre. Et je pense qu'on comprend même pas encore. C'est encore trop récent pour vraiment avoir du recul sur ce qu'on se prend quand même. C'est énorme, quoi. Moi, je suis un peu blasé de ce qu'il y a alors, je suis que sur Instagram, donc je vais parler d'Instagram. Déjà, je pense qu'il y a deux catégories, tu vois. T'as comment les artistes s'en servent et t'as vraiment tout le contenu qu'on peut balancer. Et c'est deux mondes différents. C'est pas du tout le même registre. Mais dans le milieu artistique, le fond de là-dedans, c'est un peu la sincérité de l'artiste qui fait son truc, tu vois. T'as celui qui a fait son truc qui pète, bah tant mieux pour lui. Et t'as celui qui a vu le truc péter et qui se dit, ah mais attends, moi, ce serait peut-être cool de faire un truc qui plaise et tout. Putain, ça marche quand même pas mal. Boum, je vais faire ça un peu comme ça. Et alors là, je crache pas du tout contre les inspirations. Évidemment qu'on s'inspire de tout. Et moi, je suis le premier à m'inspirer de trucs qu'il y a sur Instagram, tu vois. Je pense qu'il y a quand même un gap entre t'inspirer, tu vois, et vraiment, et à un moment, avoir vraiment le même contenu, les mêmes trucs, avec les mêmes endroits, avec les mêmes modèles, avec les mêmes. Ça se ressemble beaucoup, quoi. On est très pudique dans ma famille. Et je crois que c'est ça mon plus grand échec jusqu'à aujourd'hui. C'est de pas avoir dit je t'aime à mes parents, je crois. J'ai jamais dit. Et encore, je dis mes parents, mais c'est pareil pour mes frères et sœurs, je leur ai jamais dit. Et c'est ce qui m'a fait écrire mon court-métrage. C'est un peu ce que ça raconte. C'est dire je t'aime à quelqu'un sans le dire. C'est comment un frère et une sœur peuvent se dire je t'aime, mais sans le dire. Ma plus grande réussite,
je pense que c'est, j'en ai déjà un peu parlé, d'avoir touché des gens, de leur avoir fait ressentir quelque chose, d'avoir créé une émotion nouvelle à un moment donné à des gens que je connaissais pas ou que je connaissais. Je pense que le petit Jules enfant, je lui dis putain, t'as vu, je me bats quoi, je tiens. Et voilà, et j'espère que le Jules du futur, il me dira la même chose. Je pense pas que ce soit un métier dangereux d'être réel. Je pense que ça peut être dangereux quand vraiment il y a des problèmes ou si ça va pas, si ça marche pas. Ça peut être dangereux mentalement. Je pense qu'il faut pas négliger ce truc-là quand même. Donc ça peut être dangereux, je pense, psychologiquement. Mais en soi, c'est pas dangereux. Si jamais ça marche pas et que tu t'es pas pourri ta santé psychologique avec ça, enfin, il y a tellement d'autres métiers. Peut-être des passions qu'on connaît pas. Ça se trouve, je serais peut-être un super ébéniste, tu vois, j'en sais rien. Mais il n'y a pas de danger en soi. Le conseil que je donnerais en fait à n'importe qui, je pense, d'abord de s'écouter, de savoir quand c'en est trop d'une certaine situation, d'un certain métier, de savoir dire non et de faire les choses avec sincérité. Donc si t'es pas dans la tendance, et bah fais le truc qui est pas dans la tendance. Si t'as envie de faire le truc qui est dans la tendance, fais-le. Si c'est ça qui te rend heureux.